Alors, suite des lectures suivies de textes pour éclairer la partie 4 du tome 2 de Tocqueville, je vous propose une lecture suivie d'un autre extrait qui questionne le respect de la loi aux États-Unis qui fascine Tocqueville. Donc, il va essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est très étonné de voir qu'aux États-Unis, la foule, en fait, loin d'être toujours turbulente comme en Europe, se plie à la loi et obéit scrupuleusement, et que c'est ça l'avantage finalement d'une démocratie réussie. Ce respect pour les institutions et ce respect pour la loi. Comme nous n'avions pas encore beaucoup parlé de la loi, je voulais lire ce texte, alors je vous le lis. Il n'est pas toujours loisible d'appeler le peuple entier, soit directement, soit indirectement, à la confection de la loi. Mais on ne saurait nier que, quand cela est praticable, la loi s'en acquiert une grande autorité. Cette origine populaire qui nuit souvent à la bonté et à la sagesse de la législation contribue singulièrement à sa puissance. Il y a dans l'expression des volontés de tout un peuple une force prodigieuse. Quand elle se découvre au grand jour, l'imagination même de ceux qui voudraient lutter contre elle en est comme accablée. La vérité de ceci est bien connue des partis. Aussi les voit-on contester la majorité partout où ils le peuvent. Quand elle leur manque parmi ceux qui ont voté, ils la placent parmi ceux qui se sont abstenus de voter. Et lorsque là encore elle vient à leur échapper, ils la retrouvent au sein de ceux qui n'avaient pas le droit de voter. Aux États-Unis, excepté les esclaves, les domestiques et les indigents nourris par la commune, il n'est personne qui ne soit électeur, et qui à ce titre ne concourt indirectement à la loi. Ceux qui veulent attaquer les lois sont donc réduits à faire ostensiblement l'une de ces deux choses. Ils doivent ou changer d'opinion de la nation, ou fouler aux pieds ses volontés. Ajoutez à cette première raison cette autre plus directe et plus puissante qu'aux États-Unis, chacun trouve une sorte d'intérêt personnel à ce que tous obéissent aux lois. Car celui qui aujourd'hui ne fait pas partie de la majorité sera peut-être demain dans ses rangs. Et ce respect qu'il professe maintenant pour les volontés du législateur, il aura bientôt l'occasion de l'exiger pour les siennes. Quelque fâcheuse que soit la loi, l'habitant des États-Unis s'y soumet, donc sans peine, non seulement comme à l'ouvrage du plus grand nombre, mais encore comme au sien propre. Il la considère sous le point de vue d'un contrat dans lequel il aurait été partie. On ne voit donc pas aux États-Unis une foule nombreuse et toujours turbulente, qui, regardant la loi comme un ennemi naturel, ne jette sur elle que des regards de crainte et de soupçon. Il est impossible au contraire de ne point apercevoir que toutes les classes montrent une grande confiance dans la législation qui régit le pays, et ressentent pour elle une sorte d'amour paternel. Je me trompe en disant toutes les classes. En Amérique, l'échelle européenne des pouvoirs étant renversée, les riches se retrouvent dans une position analogue à celle des pauvres en Europe. Ce sont eux qui, souvent, se défient de la loi. Je l'ai dit ailleurs, l'avantage réel du gouvernement démocratique n'est pas de garantir les intérêts de tous, ainsi qu'on l'a prétendu quelquefois, mais seulement de protéger ceux du plus grand nombre. Aux États-Unis, où le pauvre gouverne, les riches ont toujours à craindre qu'il n'abuse contre eux de son pouvoir. Cette disposition de l'esprit des riches peut produire un mécontentement sourd, mais la société n'en est pas violemment troublée, car la même raison qui empêche le riche d'accorder sa confiance au législateur l'empêche de braver ses commandements. Il ne fait pas la loi parce qu'il est riche, et il n'ose la violer à cause de sa richesse. Chez les nations civilisées, il n'y a en général que ceux qui n'ont rien à perdre qui se révoltent. Ainsi donc, si les lois de la démocratie ne sont pas toujours respectables, elles sont presque toujours respectées, car ceux qui en général violent les lois ne peuvent manquer d'obéir à celles qu'ils ont faites et dont ils profitent. Et les citoyens qui pourraient avoir intérêt à les enfreindre sont portés par caractère et par position à se soumettre aux volontés quelconques du législateur. Au reste, le peuple en Amérique n'obéit pas seulement à la loi parce qu'elle est son ouvrage, mais encore parce qu'il peut la changer, quand par hasard elle le blesse. Il s'y soumet d'abord comme à un mal qu'il s'est imposé à lui-même, et ensuite comme à un mal passager. Alors, quels sont les éléments qu'on peut analyser dans ce texte ? Il y en a un certain nombre. Vous avez pu être peut-être surpris par l'idée qu'aux États-Unis, ce seraient les pauvres qui gouverneraient. C'est très amusant de voir ça. La première chose que Tocqueville souligne, c'est que
en fait, si le peuple est appelé tout entier à confectionner les lois, cette autorité qu'a la loi ne sera pas lettre morte, hein, c'est-à-dire qu'il y aura une vraie autorité parce qu'il y aura un sorte de consentement, une participation, et finalement ça va contribuer à la puissance de la loi. Plus le peuple sera impliqué, plus la loi sera forte. Et donc c'est son origine populaire qui paradoxalement garantit sa solidité. Il souligne un petit peu comme à la Rousseau que quand il y a toute la volonté d'un peuple qui s'exprime, ça produit une force prodigieuse, parce que finalement, c'est le principe de la majorité, hein, donc il y a une sorte de force du nombre, et justement, et c'est là qu'il montre une petite subtilité, c'est-à-dire que les partis, en fait, vont essayer de s'appuyer sur cette majorité, s'appuyer sur l'idée qu'ils incarneraient le grand nombre. Alors, quand les partis n'arrivent pas au pouvoir, ils disent qu'ils contestent la majorité. Quand ils ne trouvent pas cette majorité, ils disent que c'est ceux qui n'ont pas eu le droit de voter qu'ils incarnent. Hein, donc là, on voit qu'il y a une instrumentalisation finalement, voyant la force de la majorité, une instrumentalisation de cette imagination que l'on a, que la majorité serait puissante, par les partis. Les partis qui essayent d'exploiter cette force qu'aurait la majorité en disant qu'ils l'incarnent même quand ils n'arrivent pas au vote. Ensuite, il va souligner qu'aux États-Unis, il est surpris que tout le monde puisse voter. Hein, c'est pas le cas forcément en France avec le suffrage censitaire, mais il dit quand même excepté les esclaves, hein, les domestiques et les indigents. Donc il y a quand même une partie de l'électorat qui n'est pas aux urnes. Mais donc là, on peut en être choqué, hein, de cette phrase. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un progrès par rapport au suffrage censitaire en France, où seulement les citoyens les plus riches votent. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que il dit que les citoyens ont un intérêt personnel à obéir aux lois, et donc que quand finalement les gens constatent que leur parti ne l'a pas emporté, ils se soumettent quand même au vote, parce que ce vote est tout de même leur œuvre, même quand le représentant ne représente pas leur opinion. Donc là, il y a quelque chose de très similaire avec le contrat social de Rousseau, où on se force à être libre, c'est-à-dire même quand notre avis ne l'emporte pas, on se remet à la majorité comme à ce qui incarne une force. Et la conclusion de tout cela, c'est qu'il constate que les États-Unis ne témoignent pas d'une société aussi turbulente que celle qui agite l'Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, on a, surtout avec le cycle des révolutions, un certain nombre d'agitations populaires, et il a l'impression que par contraste, le peuple aux États-Unis n'est pas une foule qui suscite un certain désordre. Il y a une obéissance généralisée, des mœurs douces, etc. Et donc c'est ce qu'il souligne. Alors après, par contre, il va revenir sur le concept de classe, on s'attendrait plus à trouver chez Karl Marx, hein, la lutte des classes. Il a l'impression que les classes n'existent plus aux États-Unis parce que tout le monde, incarnant sa propre voix, finalement s'en remet à la majorité, et donc il n'y a plus de classe sociale. Mais après, il va quand même souligner un paradoxe, c'est qu'il y a quand même des classes sociales aux États-Unis, mais c'est au profit des pauvres. En fait, comme si les lois étaient l'émanation des États-Unis des plus pauvres, et finalement la classe sociale qui pourrait se voir des désavantages à ce vote populaire, à cette souveraineté du peuple, et finalement ce sont les riches. Donc le pauvre gouverne, le riche a toujours à craindre qu'il n'abuse contre eux de son pouvoir. Donc les riches ont peur des pauvres aux États-Unis. Et donc finalement, il va quand même y avoir ce paradoxe que aux États-Unis, le riche ne fait pas la loi parce qu'il est riche, et il n'ose la violer à cause de sa richesse, alors que c'est le cas dans les monarchies absolues et monarchies parlementaires
où les riches ont le haut du pavé. Pour terminer, il souligne que si on est dans une nation civilisée, ce n'est que si les gens n'ont rien à perdre qu'ils se révoltent. Donc finalement, dans un peuple où les gens participent à la loi, ils n'ont aucune raison de se révolter. La révolte ne naît que si l'on n'a rien à perdre. Et si l'on a au contraire tout à gagner de l'élaboration des lois, il n'y a aucune raison de faire la révolte. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que plus on mettra en place un dispositif démocratique pour que le peuple participe réellement à l'élaboration des lois, plus on sera garanti qu'il n'y ait aucune révolution qui se produise, puisqu'il n'y a dans ce cas-là pas de raison que les gens n'obéissent pas aux lois. Donc l'extrême bénéfice de la démocratie, selon lui, c'est que participant au pouvoir, l'obéissance se fait naturellement, mais là il montre quand même un petit X, et si finalement les riches se trouvent dominés par la classe des pauvres. On voit bien qu'il y a une lecture assez étonnante de ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est pas du tout ce qu'on pourrait dire actuellement. Donc les États-Unis, on a l'impression que c'est plutôt l'empire de la fortune qui règne dans la démocratie américaine. Et on voit que ce n'est pas le cas en 1840, ce n'est pas la lecture qu'il fait en comparant avec l'Europe, où les classes riches occupent tous les postes, y compris sa propre famille d'aristocrates.